vert. Merci Monsieur le Président et merci à Monsieur Koen Van Tros pour sa présentation. Je rejoins ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Il faut préserver le pastoralisme en Afrique, que ce soit sur le plan écologique, social, environnemental. Il fait partie des pratiques qui fournissent des services écosystémiques et permettent la sécurité alimentaire de la région. Alors, il est important de mettre en œuvre des mesures de santé publique adaptées aux communautés pastorales afin de protéger leur santé, mais aussi de garantir leur migration indispensable à leur capacité de subsistance. L'Union européenne peut jouer un rôle très important en participant au financement de ce type de mesures. Par exemple, sur les travailleurs de la santé au sein des communautés pastorales qui jouent un rôle d'interface avec les autorités sanitaires régionales et nationales dans la prévention et la détection des cas. Et puis, en plus des mesures financières, il faut des mesures structurelles pour assurer que la pérennité de ces communautés face à ces crises multiples, que ce soit une crise sanitaire ou climatique. Puis, on sait déjà les effets majeurs qu'aura le changement climatique dans certaines zones. Il faut s'assurer d'éviter l'accaparement des terres en sécurisant les droits fonciers de ces communautés pastorales par la reconnaissance de leurs droits collectifs sur leurs terres ancestrales. Et puis, vous avez parlé du lait. Les accords de libre-échange et l'impact notamment des exportations dans le cadre de la PAC qui déstabilisent les marchés africains. On voit l'exemple de l'exportation massive de poudre de lait bon marché en Afrique de l'Ouest. Ça menace c'est une menace pour le pastoralisme. Alors, ma question, en tant que vétérinaire, et puisque le pastoralisme implique l'élevage d'animaux, quelles mesures doivent être prises et doivent être mises en place pour renforcer la détection de zoonoses, notamment dans les élevages en Afrique? Et puis, vous avez dit que One Health, c'était très important, mais quelle place pour un travail sur les zoonoses dans l'approche One Health? Merci. La commission voulait s'exprimer. Monsieur Krebs, est-il connecté? Oui, allez-y, monsieur. DG DEFCO, CA. Je suis content de dire qu'au mois de décembre, on va justement pour la question sur l'épidémiosurveillance, que faire pour les maladies des animaux qui font partie du pastoralisme. On va signer avec la FAO un contrat pour la lutte contre la peste et petits ruminants. Les objectifs primaires sont bien sûr le renforcement des services vétérinaires, mais surtout qu'au niveau national, dans les différents pays africains et autres pays où la PPR sévit, de mobiliser des fonds sur place pour faire ces campagnes d'épidémiosurveillance et de vaccination, avec le but, c'est un plan global, hein, d'éradiquer cette maladie jusqu'à l'année 2030. On a aussi un autre projet qui est vraiment un projet très type One Health. C'était à l'origine un projet Ebola qui prenait en compte surtout la faune sauvage, la recherche sur la faune sauvage pour l'Ebola virus. Il tenait compte vraiment de l'environnement pour voir, comme par exemple, comment les chauves-souris se déplacent dans cette faune sauvage. Et maintenant, dans une nouvelle phase, on va ajouter une nouvelle activité par un avenant des activités de recherche sur le coronavirus. Nous savons que dans cette faune sauvage, le coronavirus existe, il circule, et nous voulons savoir comment il circule et quels des coronavirus qui y sont présents risquent de sauter sur l'être humain, de savoir quelle partie du génome est soumise fortement à des mutations. C'est une question très intéressante pour des éventuels, on n'espère pas, des autres pandémies qui vont venir de l'avenir pour connaître plus sur ce virus. On a abordé le sujet des revenus pour les pastoralistes. Un grand sujet, c'est bien sûr le lait. À la DEFCO, chez nous, on supporte la campagne qui existe en Afrique de l'Ouest pour l'Oxfam,
qui s'appelle Notre lait est local. Nous préparons avec eux qu'eux puissent aborder à partir de l'année prochaine les délégations de l'Union européenne pour soumettre leur programme pour savoir comment pourrait-on aider les personnes qui veulent se lancer dans la collecte et transformation du lait local pour augmenter la production du lait local dans ces pays. Ça, on va lancer ça au mois de janvier, février. Il y a aussi une autre activité qu'on a prévue avec l'Oxfam pour voir quelles autres mesures nous pouvons prendre pour favoriser la production laitière au niveau local. Il y a bien sûr le grand problème dans ces pays que les éleveurs sont dans des coins retirés du pays et les décisions gouvernementales sont prises dans les capitales loin des éleveurs, donc c'est vraiment difficile pour faire leur lobbying au niveau des gouvernements nationaux. Je voudrais revenir à un point que dans ce même sujet que j'ai entendu il y a une heure de Madame Herzberger-Fofana. Elle avait dit, ça je voudrais mettre un petit peu en question, elle avait dit que la poudre de lait importée en Afrique contribue à la malnutrition de la population en Afrique. Nous devons savoir, même si on fait tout pour augmenter la production locale de lait, elle ne pourrait que couvrir 5 ou 10% de la consommation dans ces pays. La consommation qui est très importante dans les capitales. Ce qu'il faut, c'est une reconnaissance formelle des droits des pastoralistes qui sont très souvent marginalisés dans les pays dans lesquels ils vivent. Ils n'ont pas de reconnaissance de leurs droits sociaux, mais aussi leurs droits de propriété de la terre. L'un des parlementaires l'a rappelé dans son intervention. Souvent, leurs terres sont considérées comme n'appartenant à personne et elles sont attribuées à d'autres fins pour des investissements, des constructions, de l'exploitation minière. Il y a beaucoup d'exemples dans l'ouest et dans l'est de l'Afrique, peut-être aussi dans d'autres régions africaines, où il y a ce problème. Donc il faudrait reconnaître leurs droits, notamment leur droit à la terre. Il y a un mouvement qui est en cours pour faire reconnaître d'ici 2026 les droits du pastoralisme et des éleveurs nomades. Et ce serait très important que l'Union européenne participe à cette initiative. Il y a aussi un cadre politique qui existe au niveau régional, au niveau continental. Il y a un certificat de transhumance. Il y a aussi un protocole qui a été adopté récemment, qui est passé par plusieurs bureaux diplomatiques, plusieurs ONG, et il faudrait maintenant mettre en œuvre ce cadre politique qui existe pour faciliter la mobilité des pastoralistes en particulier. Stabiliser. Ensuite, il y a une question sur l'approche One Health. Comment cela a été adopté, comment cela est mis en place sur le terrain? Eh bien, cette approche se fait en combinant les interventions médicales pour les humains et pour les animaux. Il n'y a pas suffisamment de vétérinaires en Afrique, mais il y a des ateliers de santé animale. Ce sont des agriculteurs qui ont une formation pour des pratiques de santé animale. Et on combine par exemple des campagnes de vaccination. On vaccine contre certaines maladies, notamment dans les régions d'éleveurs nomades. Donc on protège à la fois les éleveurs et leur métier, leur façon de gagner leur vie, les animaux. Ensuite, comment améliorer leur résilience? Que faire à court terme? J'ai donné quelques exemples dans ma présentation de ce que l'on pourrait faire à court terme. Comment apporter une aide
en termes d'alimentation animale notamment. Ce sont des mesures qu'on peut prendre à court terme, mais sur le long terme, il faut travailler sur la mobilité, la facilité. Et j'insiste sur ce point. Il faut une mobilité transfrontalière pour ces éleveurs. Et enfin, pour conclure sur l'approche One Health, ce qui est important pour que cela fonctionne sur le terrain, en particulier en Afrique, de nombreux pays ont mis en place des plans nationaux One Health, et il faut maintenant les appliquer par une approche pluridisciplinaire, les services publics pour les animaux, mais aussi pour les humains, coordonner ces actions, les planifier et voir où il faut agir. C'est une question de communication multidisciplinaire et avoir une approche la plus holistique possible. C'était la conclusion de mon intervention. Merci beaucoup.